Bonjour, bienvenue à PSF 211, méthode de recherche en psychologie. Donc, dans cette capsule, nous allons parler des différentes formes que peuvent prendre de l'information scientifique lorsqu'elle est publiée. Donc, dans le cadre des dernières capsules, on a parlé de l'importance d'être empirique, de l'importance de bien comprendre le cycle théorie donnée, d'utiliser ce cycle théorie donnée afin d'obtenir des explications les plus valides possibles sur un phénomène psychologique, tout en comprenant que l'expérience personnelle et l'intuition sont problématiques. Ce sont des bonnes pistes de départ, mais qu'on ne peut pas se fier là-dessus parce que l'intuition, il y a toutes sortes de biais cognitifs et motivationnels qui font que vous pensez d'une certaine manière biaisée ou que vous êtes motivé à porter plus attention ou à être plus critique d'informations qui va pas contre vos croyances et ainsi de suite. Et l'expérience personnelle, on a vu que c'était problématique pour plusieurs raisons, incluant le fait qu'il n'y avait pas de groupe de comparaison et qu'il y avait plein de variables confondantes. J'avais mentionné aussi que les gens avaient parfois tendance à se baser sur l'autorité pour savoir qu'est-ce qui est vrai ou pour avoir une explication d'un phénomène psychologique quelconque. Ben, l'autorité, ça peut être bien ou ça peut être mauvais. L'autorité en tant que telle, ce n'est pas un gage de certitude ou d'expertise. Okay? La célébrité n'est pas égale à l'expertise, loin de là. Mais c'est fascinant que les gens ont tendance à confondre les deux très souvent. Donc, des personnes en autorité peuvent parfois nous convaincre de certaines choses par rapport à, je sais pas, l'efficacité d'un traitement sur un type de trouble mental, par exemple, ou quelque chose comme ça. OK? Mais évidemment, si ces personnes en autorité-là se fondent sur leur expérience ou leur intuition, que peu importe comment célèbres elles sont, ou comment intelligentes, ou comment en autorité elles sont, ça reste. Vous devriez être aussi critique que vous seriez de vos propres euh, expériences et intuitions. OK? Donc, on voit ici trois acteurs, Jim Carrey, c'est Jessica Biel, ça je pense, et Rob Schneider, tous les trois, je pense, sont assez actifs dans leur lutte contre les vaccins, sous l'idée que les vaccins chez les enfants vers l'âge de 2 ans euh, euh, causent l'autisme, ce qui a été démontré comme étant faux par tellement de recherches. Il n'y a aucune recherche qui suggère que c'est vrai. Toutes les recherches démontrent qu'il n'y a aucun lien entre les deux. Pourtant, il y a des gens qui croient encore à ça et des gens qui utilisent leur célébrité et leur influence sociale pour faire la promotion de ces fausses croyances-là. Okay? Euh, Jim Carrey, qu'on voit ici, utilise sa célébrité pour ça. Bon, euh, deux choses à propos de ça. Premièrement, si ces célébrités-là, premièrement, ces célébrités-là ne font pas ça parce qu'elles sont méchantes ou parce qu'elles veulent le mal. Elles sont convaincues que les vaccins causent l'autisme. Donc, on a ici un manque d'éducation de leur part et un manque de confiance dans la méthode scientifique, évidemment. Est-ce qu'on devrait avoir une confiance absolue dans la méthode scientifique? Non. On devrait en douter. Mais c'est ça l'affaire. La méthode scientifique utilise le doute. Elle vous permet de douter. On n'est jamais certain de rien. Okay? Donc, d'une chose, ces célébrités-là ne sont pas méchantes ou stupides pour penser des trucs comme ça. Okay? C'est un manque d'éducation, un manque d'appréciation, un manque de compréhension aussi de ce qu'est la science, d'une part. Et d'autre part, mais je suis certain de ce que je voulais dire, mais dans le fond, oui, ça me revient, c'est que si ces célébrités-là se fondaient sur la recherche, ben, ça serait, on accepterait ce qu'ils diraient. Mais ça serait pas parce qu'elles sont des célébrités. Comprenez? Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il existe des célébrités, des vedettes, qui clairement ont un pouvoir social très puissant, très fort, mais qui en plus euh, décide de faire la promotion de quelque chose, par exemple de la santé mentale, et qu'il ou elle se base sur la science.
ce qui est fantastique. Il existe des gens comme ça, des célébrités comme ça, qui vont, par exemple, se partir un podcast où ils vont interviewer des grands chercheurs et des grands chercheurs avec un E, hommes et femmes, sur, par exemple, l'autisme, pour aller un peu combattre les autres célébrités d'une certaine manière, qui, eux autres ou elles-mêmes, se fondent sur de la pseudo-science, par exemple, pour faire la promotion de tout le mouvement anti-vaccination ou des trucs comme ça. Donc, c'est pas parce que quelqu'un est célèbre ou même experte que vous ne devriez pas être critique. Okay? Mais là, j'ai pris un exemple vraiment, euh, disons, l'exemple maximal. Genre la célébrité de film, là, l'actrice de film qui est contre les vaccins, par exemple. Là, c'est clair que c'est facile là, de dire, mais qu'est-ce que tu connais toi là-dessus? Tu es une actrice, tu n'es pas une scientifique ou un médecin. Ou, mais souvenez-vous que ça peut parfois être euh, plus subtil que ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui s'appellent docteur telle chose, docteur telle affaire, et qui vont, vous pouvez lire des articles de ces docteurs tel truc, je sais pas moi, docteur Gendron qui parle de problèmes avec la vaccination et que ça cause l'autisme, et ainsi de suite. Okay? Souvenez-vous que quand vous rencontrez quelqu'un, vous entendez parler de quelqu'un qui a docteur devant son nom, il n'est pas docteur, il ou elle n'est pas docteur en médecine, premièrement. Okay? Moi, je suis docteur en avant de mon nom. Je suis nullement docteur en médecine. Okay? Et il n'est même pas, ou elle n'est même pas formée dans une discipline scientifique. Okay? Elle peut être formée dans les arts, ce qui est fantastique, ce qui est merveilleux. Les gens en arts sont très importants. Mais quelqu'un qui a fait une thèse doctorale à l'université sur, je sais pas moi, sur la poésie du Moyen Âge dans la péninsule espagnole des années 1320 à 1340. C'est ça sa thèse. Là. C'est vraiment comme c'est une experte de la poésie espagnole des années 1320 à 1340. Elle obtient ou il obtient un doctorat là, avec cette thèse-là. Cette personne-là peut se dire docteur, et puis là son nom. Donc, ce qui veut dire que le mot docteur peut vraiment vouloir dire plein d'affaires. Alors, vous pouvez avoir quelqu'un en économie, par exemple, qui c'est docteur, il a un doctorat en économie. Puis là, il pourrait venir vous parler de l'importance de ne pas prendre d'antidépresseurs parce que les antidépresseurs, c'est mauvais pour le cerveau, puis et ainsi de suite. Et vous pourriez dire, ah, mais docteur, il doit savoir doit savoir de quoi il parle. Mais non, pas du tout. OK? Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Vous voulez vous assurer que les gens sur lesquels vous vous basez sont des experts du domaine dont ils sont en train de vous parler. Et non pas experts en général. C'est pas parce que j'ai un doctorat en psychologie expérimentale et que je m'appelle docteur Mathieu Gagnon. Soyez rassurés, là, je ne vous demande pas de m'appeler comme ça. Et dans ma famille, on ne m'appelle pas docteur Mathieu Gagnon. Mais c'est pas parce que j'ai ce titre-là que je suis compétent pour parler, je sais pas moi, de l'économie, de la médecine, de l'importance de telle chose, telle chose. Dans plein de domaines de la psychologie, je suis même pas compétent pour en parler. Je suis compétent pour parler uniquement de mon domaine à moi d'études, à l'intérieur de la psychologie, qui est le domaine des émotions et des expressions faciales. Donc, vous voyez comment il faut faire attention à l'autorité. C'est pas toujours les célébrités. Parfois, ça peut être des gens qui arrivent avec des preuves comme quoi ils ont beaucoup d'éducation, un doctorat, une maîtrise. Mais il faut faire attention à ces titres-là. Ça ne veut pas nécessairement dire que la personne est qualifiée. On doit toujours en rester critique. Okay? Mais évidemment, si ces personnes-là sont expertes avec la méthode scientifique et se basent sur de la recherche empirique lorsqu'ils disent ce qu'ils vous disent, ben, vous devriez être plus confiant. Mais vous ne devrez pas être confiant parce que ces personnes-là sont célèbres ou ont beaucoup d'éducation. Vous devriez être confiante parce qu'ils sont experts dans la méthode scientifique. Oui, ce qui vient parfois avec beaucoup d'éducation, mais il y a beaucoup de gens qui ont peu d'éducation. Pas peu, mais il y a beaucoup de gens qui ont un bac, qui ne sont pas allés plus loin, ont trouvé un travail, puis c'est très bien, il n'y a aucun problème là-dedans, et qui sont très forts en méthode scientifique, qui connaissent beaucoup ça, qui s'intéressent beaucoup et qui se basent sur les recherches lorsqu'ils disent quelque chose. Donc, méthode scientifique, être expert avec la méthode scientifique ne veut pas nécessairement dire d'avoir un doctorat, par exemple. T'sais.
Et de l'autre côté, il y a plein de gens qui ont des doctorats qui sont nullement experts avec la méthode scientifique. Donc, c'est quasiment comme si j'essaie de vous dire que ne vous fiez pas sur les gens, sur l'éducation des gens, nécessairement, ou sur leur influence sociale. Fiez-vous sur est-ce que les personnes connaissent vraiment la méthode scientifique et est-ce qu'ils se basent sur de la recherche empirique, des recherches qui ont été publiées, oui ou non. That's it, that's all. Okay? Mais là, je vous parle de recherche, fiez-vous sur les recherches. Ce qu'il faut garder en tête, et ça, tu sais, d'un côté, certaines personnes peuvent trouver ça, que ça rajoute de la complexité, puis ça rend ça plus complexe. Moi, je trouve ça merveilleux parce que ça, mais justement, parce que ça rend ça plus complexe, puis c'est intéressant. Mais ce qui est intéressant, ce qui est fascinant, c'est que c'est pas parce que c'est une recherche que c'est une bonne recherche. Ça veut dire que c'est pas parce que quelqu'un vous dit ah ben oui, il existe une recherche là-dessus, par exemple. Il y a une recherche qui a démontré telle chose, donc c'est vrai. Non, il y a un continuum là en termes de qualité de recherche. Certaines recherches sont vraiment de mauvaise qualité, d'autres sont de très bonne qualité. Vous pourriez peut-être me dire ouais, mais le processus de révision par les pairs qu'on a vu tantôt, il n'empêcherait pas les recherches de mauvaise qualité d'être publiées? Ça ne ferait pas en sorte que c'est juste les meilleures qualités qui sortent? C'est ce que ça devrait faire. Mais ça ne fonctionne pas toujours, parce que parfois, il y a de la politique là-dedans. Okay? Il y a des luttes entre certains chercheurs, certaines chercheurs qui ne s'entendent pas, puis il y en a qui ne veulent pas que certains articles soient publiés, et ainsi de suite. Donc, c'est le meilleur qu'on peut faire, mais ce n'est pas parfait. Donc, ça veut dire que parfois, certaines recherches sortent qui sont de mauvaise qualité. Ou parfois, il y a des gens qui vont se baser sur des recherches qui n'ont pas été publiées dans un journal avec révision par les pairs. Okay? C'est juste que quelqu'un a mis la recherche sur un site web. Puis là, la personne va vous parler « Ah, il existe une recherche. » Non, non, c'est pas une recherche de bonne qualité nécessairement. Ben, on ne sait pas si elle est de bonne qualité. Elle n'a même pas passé à travers le processus de révision par les pairs. Okay? Donc, ce n'est pas toutes les recherches qui sont de meilleure qualité, qui sont de bonne qualité. Certaines sont de très mauvaise qualité. Okay? En passant, à ce niveau aussi, saviez-vous qu'il existe toute une industrie de ce qu'on appelle journal scientifique prédateur, ou journaux scientifiques prédateurs, ou des revues scientifiques prédateurs ou prédatrices? Ce phénomène-là est absolument fascinant. Et c'est le suivant. Il y a des gens qui ont compris au bout d'un moment que des professeurs universitaires et des chercheurs, pour nous, publier, c'est extrêmement important. Okay? Nos carrières, très souvent, sont en jeu. Notre réputation scientifique est en jeu. Donc, il y a une grande pression de publier nos recherches. Il faut publier. Mais publier, c'est parfois difficile et très, très long à cause du processus de révision par les pairs. Okay? Donc, certaines revues, certains individus ont parti des revues prédatrices. Et les revues prédatrices, ce qu'elles font, c'est que très souvent, elles offrent un processus de révision par les pairs qui est quasiment inexistant. Ça veut dire que si vous soumettez à cette revue-là, ça va passer, vous allez être publié. Mais il faut payer. Okay? Et donc, on se retrouve avec, dans les autres revues, en passant, il ne faut pas payer. Dans des revues sérieuses, vous soumettez un article et s'il passe le processus de révision par les pairs, vous n'avez pas à payer. L'article fait maintenant partie de la revue et c'est tout. Mais dans ces revues prédatrices-là, hein, les revues disent « Ah, on pourrait très bien vous publier. Si vous nous donnez tant d'argent, on va considérer votre article. » Puis là, vous l'envoyez, puis là, ça passe parce qu'il n'y a pas de révision par les pairs. Très souvent, il n'y en a pas, ou bien elle est fausse, ou elle est juste partielle. Et donc, ces revues-là se font de l'argent sur le dos des chercheurs qui, on comprend, sont motivés à publier. Très souvent, il y a beaucoup de pression okay, à publier. Comme je vous dis, parfois, la carrière peut être en jeu dans certaines institutions. Et donc, ces revues-là viennent jouer sur cette pression-là, sur ce stress-là des chercheurs, des chercheuses, chercheurs, et se font de l'argent avec ça. Et ce sont des revues prédatrices. Et il commence à avoir tout un mouvement les gens commencent à... Il y a des sites web maintenant qui répertorient toutes ces revues prédatrices-là, okay, pour empêcher les chercheurs de publier là-dedans. Des fois, certains chercheurs ne le savent pas. Mais
bien que maintenant, ils devraient pas mal tous s'en rendre compte, là, parce qu'on connaît le système, mais dans le passé, on ne le savait pas nécessairement, qu'on publiait dans une revue prédatrice. Et rendez-vous compte que dans certaines universités, si un chercheur a publié plein d'articles dans des revues prédatrices, il pourrait facilement perdre son emploi parce que c'est considéré comme étant triché, dans le fond. Parce que c'est publié, alors le chercheur se fait plein de publications, dit ah j'ai publié, j'ai publié, j'ai publié, sauf que tu ne joues pas le même jeu que les gens qui jouent sérieusement le jeu de la publication avec la révision par les pairs. Il y a toute une industrie de ça et c'est fascinant. Moi et mes collègues au collège et dans toutes les universités recevons, je dirais, hebdomadairement, dans une semaine, peut-être parfois jusqu'à 4 ou 5 courriels de revues prédatrices comme ça qui disent on a vu que vous avez publié dans dans tel journal, qui est un bon journal scientifique. On aimerait vous inviter à publier dans notre revue, nous sommes prêts à baisser les frais pour vous, Et c'est très facile à voir de ce courriel-là. Ah, ça, c'est une revue prédatrice qui essaie de m'attirer. Donc, c'est quelque chose qui existe. Ça veut dire qu'il y a certaines recherches qui pourraient être publiées dans des revues prédatrices et que quelqu'un pourrait aller chercher et dire ah, tu as vu, il y a une recherche là-dessus, là, j'ai raison, c'est basé sur la recherche empirique, mon affaire. Et vous devriez dire ça a été publié où cette recherche-là hein? Si vous voulez vraiment bien réfléchir scientifiquement. Puis vous devriez aller voir la revue, puis là, vous verriez tout de suite en voyant la revue. Vous iriez dans des bases de données qui démontrent que la revue est une revue prédatrice. Vous diriez, ouais, ça a été publié, ton affaire, en effet, mais c'est pas sérieux comme science. Okay? Donc, en d'autres mots, c'est pas parce que quelqu'un vous dit qu'il y a une recherche que c'est une bonne recherche. Vraiment, là, vraiment pas, là. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début de dire qu'il y a eu une recherche. Il faut établir est-ce que c'était une bonne recherche, oui ou non. Et même là, des fois, ça peut être une bonne recherche, mais la personne qui vous en parle l'a vraiment pas. L'a même pas lu ou l'a vraiment pas compris. Ça peut être plein de choses. Alors, je parle de recherche. Où trouver ces recherches-là? Okay? Où est-ce qu'on peut trouver de l'information scientifiquement valide sur différents phénomènes psychologiques? Ben, on n'en trouve pas, évidemment, dans j'allais dire les pharmacies, les bibliothèques, les librairies, pardon, populaires, mais on en retrouve quand même dans toutes sortes de journaux scientifiques. Et ces journaux-là, comme je dis, ne sont pas en vente dans des librairies populaires. On ne les retrouve jamais. Pourquoi? Ben parce que ça ne se vendrait pas. Parce que personne qui n'est pas en psychologie voudrait lire ça. C'est de la science, c'est parfois très complexe à lire. Bon. Mais donc, c'est la meilleure information sur différentes études, différentes recherches menées sur différents phénomènes psychologiques. Donc, si vous voulez vraiment dire quelque chose de vrai à propos d'un certain phénomène psychologique, vous devriez vous baser sur les preuves empiriques. Et si vous devez vous baser sur les preuves empiriques, ces preuves empiriques-là, vous trouverez ces recherches empiriques-là dans des journaux scientifiques. On voit ici 3 exemples. Ah non, en fait, c'est faux. C'est juste l'exemple à gauche ici qui est un journal, le journal Evolution and Human Behavior, où est-ce qu'on publie toutes sortes d'études scientifiques qui traitent de différents phénomènes psychologiques et comportementaux humains en utilisant la science évolutionniste. On reparlera peut-être de ça, mais en tout cas. Donc ça, c'est un exemple d'un journal. Ça, ici, on verra plus tard ce que c'est. C'est un livre académique et ça, c'est un livre populaire, le 3e ici. Donc, je parle ici du premier. Là. Les chercheurs en psychologie publient typiquement leurs travaux dans 3 types de sources, comme je viens de vous dire. Un article dans un journal scientifique, donc exemple ce journal-ci, ou bien un chapitre dans un livre spécialisé ou un livre académique, comme celui-ci ici, ou bien un livre académique, okay? Ou parfois même un livre populaire. La différence entre académique et populaire, quand je dis un livre académique, c'est un livre qui n'est pas nécessairement destiné au grand public. Ça se peut qu'il devienne populaire, mais généralement, c'est destiné aux chercheurs et aux étudiants très souvent aussi. Ce qui n'est pas la même chose qu'un manuel. Okay? C'est un livre qui est destiné aux personnes qui s'y connaissent beaucoup dans un domaine. Donc, comme je dis, un chercheur ou une chercheure en psychologie publie ses travaux soit dans un article dans un journal scientifique,
dans des chapitres de livres spécialisés ou académiques ou dans des livres académiques au complet. Mais ce que je vous dirais, c'est que la vaste majorité de ce qui est publié sont dans des articles scientifiques. Ce sont les articles qui font la carrière de quelqu'un. Ce ne sont en psychologie, ce ne sont pas les livres que la personne a publiés ou les chapitres qu'elle a publiés. Ce sont vraiment les articles scientifiques dans des journaux scientifiques qui font la carrière de quelqu'un. Pourquoi? Parce que c'est vraiment dans ces journaux scientifiques-là que l'on retrouve de l'information qui est le plus à date possible et qu'on retrouve le système de révision par les pairs qui est le plus, ben, le plus systématique et rigoureux possible. Alors, des articles scientifiques. Comme je vous dis, c'est la source la plus importante en psychologie d'information. Okay? Ces articles scientifiques-là sont publiés dans des journaux scientifiques qui sortent typiquement mensuellement, comme des journaux populaires, à peu près au mois. Ça dépend des journaux. Mais ils sont accessibles uniquement via les bibliothèques universitaires ou via des bases de données académiques. Je pense qu'on verra plus tard dans la session, je vais vous montrer c'est quoi une base de données. Okay? Ça veut dire que vous ne trouverez pas ces journaux-là dans des librairies populaires. Okay? Les journaux, il y en a, en fait, je ne sais pas combien qu'il y en a, là. Je pense qu'il y en a probablement plusieurs centaines. Et chaque journal est spécialisé dans un truc spécifique. Et on voit ici une liste de journaux. Donc, par exemple, il y a plusieurs journaux qui traitent de recherche scientifique qui s'intéressent uniquement à la psychologie du développement. Okay? Donc, il y a la revue Adolescence. Oui, ma petite flèche. Il y a la revue Adolescence, la revue Child Development, la revue Developmental Psychology, la revue Psychology and Aging. Okay? Il y a des revues qui s'intéressent uniquement aux recherches neuroscientifiques qui étudient le cerveau et les neurones. Donc, il y a la recherche Behavioral Neuroscience. Oui, ma petite flèche. Il y a la recherche la revue Behavioral Neuroscience, la revue Brain and Cognition, la revue Developmental Psychobiology, la revue Nature Neuroscience, et ainsi de suite. Et il y a des revues scientifiques qui s'intéressent uniquement aux études qui portent sur la personnalité et les relations sociales avec les gens. A Journal of Experimental Social Psychology, Journal of Personality and Social Psychology, Journal of Research and Personality. Donc, un chercheur dirait par exemple, hey, je viens de publier, j'ai fait 3 études, puis on a réussi à les publier dans un article dans le Journal of Personality and Social Psychology, par exemple. Un autre dirait, ah, fantastique, félicitations. Moi, tu te souviens des études que j'avais faites l'année dernière où est-ce qu'on essayait de trouver dans quelle région du cerveau se passait tel genre je sais pas, d'émotion ou tel genre de mémoire. On a réussi à les publier dans la revue Brain and Cognition. Ah, cool, félicitations, et ainsi de suite. Okay? Donc, ces articles-là, très importants de comprendre, ils sont vraiment pas rédigés pour le public en général. C'est-à-dire que le public en général, premièrement, le public en général n'y a généralement pas accès. Okay? Il faut être soit travailler pour une université ou être inscrit comme étudiant dans une université pour avoir accès à travers la bibliothèque universitaire aux bases de données dans lesquelles on trouve ces articles-là. Donc, c'est vraiment pas le public en général. Le public en général pourrait aller les chercher sur certains sites web, par exemple, où quelqu'un les a mis, par exemple. Okay? Mais ces articles-là sont vraiment pas rédigés pour le public en général. Le public en général pourrait peut-être suivre un peu pendant l'introduction, puis quand viendraient les méthodes statistiques et les trucs comme ça, ou la méthodologie, le public en général, ça dépend des gens évidemment, là, mais commencerait à trouver ça un peu plus difficile à lire. C'est écrit pour des chercheurs et pour des étudiants avancés en psychologie, des étudiants fin de bac, maîtrise, doctorat. Okay? Ces articles-là ont comme but de dire qu'est-ce qu'on vient de faire et qu'est-ce qu'on a trouvé. Donc, en tant que chercheur, moi, je lis beaucoup d'articles sur des choses, sur le domaine sur lequel je fais de la recherche moi, okay, mais des articles publiés par d'autres personnes dans le même domaine que moi, parce que je veux savoir qu'est-ce qu'ils ont trouvé. Okay? Ce qui est très, très, très important, parce qu'il faut que je me base sur ce qu'ils ont trouvé pour faire des bonnes recherches moi-même. Okay? Il existe des centaines de tels journaux différents, puis chacun est spécialisé dans un domaine particulier de la psychologie, comme je vous le disais. Okay?
Alors, on voit ici un exemple de la première page d'un article scientifique. Ça, c'est un des miens ici. Children's ability to recognize emotions from partial and complete facial expressions. Ça, c'était une étude que j'ai publiée avec des collaborateurs il y a quelques années de ça, où est-ce que l'on explorait la capacité des enfants de 5 à 10 ans de reconnaître les émotions dans le visage, mais juste à partir de petits morceaux de visage, pas le visage au complet. On se demandait, par exemple, est-ce que certaines émotions sont mieux reconnues par les enfants dans les yeux ou dans la bouche, ou ainsi de suite. Okay? Donc ça, c'est un exemple d'un article empirique. Parce qu'il faut comprendre que les articles, typiquement vont prendre la forme, une de deux formes. L'article empirique ou l'article de synthèse. Ici, vous avez un article empirique. Okay? L'article empirique, ce qu'il fait, c'est qu'il rapporte, pour la première fois, les résultats d'une recherche empirique. C'est comme dire, hey, on a fait telle recherche, voici ce qu'on a trouvé. Okay? Puis c'est la première fois que c'est publié, c'est la première fois qu'on en parle. On y retrouve de l'information sur les méthodes qu'on a utilisées, la raison pour laquelle on a fait cette recherche, les analyses statistiques qu'on a utilisées, puis les résultats qu'on a observés. C'est littéralement comme dire, hey, on vient juste de faire une recherche là-dessus, puis on vient juste de trouver ça. Regardez ce qu'on a trouvé. C'est ce que ça dit aux autres chercheurs. Okay? Donc, l'article empirique. Mais l'autre forme que peut prendre un article scientifique, c'est un article de synthèse, ou en anglais, un review article. Okay? L'article de synthèse ou le review article, lui, c'est pas dire hey, on vient de faire une recherche, regardez ce qu'on a trouvé. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend toutes les recherches qui ont été faites à date et il les met ensemble pour essayer de faire dégager de tout ça une conclusion cohérente, large. En fait, l'article de synthèse se demande qu'est-ce que toutes les recherches à date sur telle question suggèrent comme conclusion large. Okay? Donc, il va prendre, lui, toutes les recherches menées dans un domaine particulier à date, du moins les recherches de bonne qualité. Okay? Par exemple, on a un exemple ici de la première page d'un article de synthèse qui, lui, ici, prend la forme d'une méta-analyse. Je vais vous dire ce que c'est plus tard. Mais donc, cet article-là, intitulé Violent Video Game Effects on Aggression, Empathy and Pro-Social Behavior in Eastern and Western Countries, a Meta-Analytic Review. Dans cet article-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris 130 études qui avaient été publiées sur l'effet des jeux vidéo violents sur l'agressivité. Okay? Des études qui tentaient de démontrer est-ce que oui ou non il y a un effet, puis si oui, quel genre d'effet, puis est-ce que c'est un effet fort ou faible. Okay? Et ils ont pris ces 130 études-là et ils les ont mises ensemble pour essayer de se faire, pour voir qu'est-ce qui ressort de ces 130 études-là. Okay? Donc ça, c'est un exemple d'un article de synthèse. Donc, remarquez, la différence ici, c'est qu'ils ne proposent pas, ils ne montrent pas de nouvelles recherches. Ils ne disent pas, hey, on vient de faire une recherche sur telle affaire, voici ce qu'on a trouvé. Ils n'ont pas fait de recherche. Le travail ici, c'est de lire 130 articles, ce qui est énorme, et d'écrire quelque chose, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se dégage de ces 130 articles-là. Okay? C'est ça le travail qui est fait ici. Parfois, ces articles-là vont prendre la forme d'une méta-analyse, et c'est ce qu'on a ici. Okay? La différence juste entre un article de synthèse et une méta-analyse, c'est que l'article de synthèse va prendre toutes les recherches qui ont été faites, puis il va regarder, en général, qu'est-ce qui se dégage de tout ça quand il regarde les résultats. La méta-analyse, c'est un niveau plus fin que ça. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre tous les résultats, les chiffres qui ont été, toutes les statistiques de chacun des articles, puis ils vont les combiner ensemble pour calculer des nouvelles statistiques. Ils vont faire une nouvelle analyse statistique avec toutes les analyses, les résultats de toutes les autres recherches. Okay? Donc, l'article de synthèse, lui, s'intéresse très peu aux chiffres trouvés, il s'intéresse aux conclusions larges des différents articles. La méta-analyse, elle, s'intéresse aux chiffres trouvés, aux statistiques trouvées. Et dans le fond, vous voyez une méta-analyse, c'est comme si je fais une recherche qui utilise, je sais pas moi, 30 personnes, je fais une recherche sur l'effet de la caféine, puis j'utilise 30 personnes dans un groupe qui va prendre du café, puis 30 personnes dans un groupe qui va prendre du café décaféiné. Puis là, je m'intéresse à l'effet de la caféine sur la mémoire, par exemple. Okay? Bien, chacune de ces 60 personnes-là sont un point de données dans mon analyse statistique. Okay? Mon analyse statistique va prendre en compte ces 60 personnes-là. Bien, dans une méta-analyse, chaque point de données est
les résultats d'une recherche. Donc, c'est comme si une méta-analyse, c'est une grande analyse où, au lieu d'avoir 30 participants, il y a 30 recherches. Et chaque recherche vient avec ses résultats et sont mises ensemble dans une grosse banque de données qui va tout analyser statistiquement, tout ça. C'est un peu complexe, mais c'est tout ce que je dirais là-dessus. On en parlera peu pendant la session, c'est plus avancé, disons. Okay? Mais donc, ce que ça fait, c'est que ça combine les résultats statistiques d'une centaine d'études, parfois moins, là, mais ça dépend. Ici, c'était 130 études. Chacune des études venait avec des résultats statistiques, puis ils ont pris ces 130 résultats statistiques-là, puis ils les ont mis ensemble dans une grande base de données, puis ils ont toutes réanalysé, afin de déterminer la taille d'effet d'un phénomène. En d'autres mots, ce que la méta-analyse te permet de faire, c'est de dire, oui, comme dans ce cas-ci, oui, il y a un effet des jeux vidéo violents sur l'agressivité, mais quelle est la taille de cet effet-là? C'est un petit effet? C'est un gros effet? C'est un effet moyen? Et ce que cette méta-analyse-là de 2010 pardon, de Anderson et ses collaborateurs, en passant, lorsque vous voyez un nom et al, là, ici on a Anderson et al, c'est une façon de dire Anderson et collaborateurs. Les collaborateurs ici, c'est Anderson, Shibuya, Ihori, Swing, Bushman, Sakamoto, Rothstein et Salim. Okay? Eux, ils ont trouvé que ces 130 études-là suggéraient une taille d'effet moyenne. Ce qui veut dire que ce qui est sorti de ça, c'est que les jeux vidéo violents auraient un effet sur l'agressivité qui est moyen. Donc, c'est pas quelque chose qui est énorme, mais c'est pas quelque chose qui est inexistant non plus. Ce qui est intéressant. Parce que très souvent, on se retrouve entre les gens se retrouvent quelque part entre les deux. Tu vas avoir aux extrêmes, je veux dire. Tu vas avoir des personnes qui vont dire jeux vidéo, ça rend pas violent, ça permet à la place de se défouler. Hein? L'hypothèse de la catharsis de tantôt, vous vous souvenez. Mais ça rend pas des personnes violentes. Tu as d'autres personnes qui vont dire oh mon Dieu, oui, ça fait en sorte que les gens apprennent à tuer les autres, tout ça. Et ce que la recherche ici démontre, c'est quelque chose qui est, c'est quelque part entre les deux. Ça a un effet, mais c'est un effet moyen. C'est pas nécessairement pas problématique, mais c'est pas nécessairement énormément problématique non plus. T'sais? Donc, c'est ça que fait une méta-analyse. Ces articles scientifiques-là, qui sont empiriques ou de synthèse méta-analyse, sont toujours sujets à la révision par les pairs. C'est ce qui fait de ça la meilleure source d'information scientifique. La meilleure source d'information scientifique sont des articles scientifiques à cause de la révision par les pairs. Okay? Et c'est de loin la forme de publication la plus prestigieuse pour un ou une scientifique en psychologie et dans plusieurs autres disciplines aussi. Ça veut dire que dans la vie de tous les jours, si je reçois un courriel d'un journal scientifique auquel j'avais soumis quelque chose, puis il me dit « Nous acceptons de publier votre article », je suis très content, mais vraiment très content. Et je l'annonce à mes collègues qui sont très contents pour moi. Okay? C'est sérieux dans la business de ce qui est d'être un chercheur ou une chercheure en psychologie et dans plein d'autres domaines. C'est très sérieux la publication. Comme je vous dis, ça peut faire ou détruire votre carrière. Okay? Maintenant, les chercheurs, la majorité de ce qu'ils publient sont des articles scientifiques. Okay? Mais parfois, il y a certains chercheurs qui vont publier d'autres manières aussi, qui sont un peu moins prestigieuses, mais quand même importantes, mais moins prestigieuses, okay? Et plus rares. Un exemple, c'est un chapitre dans un livre spécialisé. Okay? Il existe en psychologie et dans d'autres sciences, restons en psycho, toutes sortes de handbooks. Et des handbooks, on voit ici un exemple, The Handbook of Emotions, ce sont des livres qui rassemblent des experts dans un sujet particulier. Okay? Et chaque expert ou groupe d'experts vont écrire un chapitre pour parler d'un truc très très spécifique dans ce domaine-là. Okay? Alors, le Handbook of Emotions traite sur la psychologie des émotions, tout ce qu'on sait scientifiquement sur les émotions. Et chaque chapitre traite d'un aspect spécifique des émotions. Alors, vous avez ici un exemple. Le chapitre 46 est sur l'émotion du dégoût. Dans le chapitre 46, on a ce qui est dans le fond une révision de la littérature ou ce qui pourrait être vu comme un article de synthèse, si on veut,
qui dit tout ce qu'on sait sur le dégoût. OK? Donc, si vous voulez savoir tout ce qu'on sait sur l'émotion du dégoût, allez lire le chapitre 46 dans le Handbook of Emotions. Hein? Vous pourriez être surpris, le dégoût est un domaine extrêmement intéressant. Donc, chaque chapitre est rédigé par un auteur ou un groupe d'auteurs. Ici, on a un groupe d'auteurs qui ont rédigé le chapitre sur le dégoût. Vous avez Paul Rosen, Jonathan Haidt et Clark McCauley, trois experts mondiaux, trois grands experts sur le dégoût. Et donc, chaque chapitre est rédigé par un auteur ou un groupe d'auteurs différents et experts dans le sujet. Il y a dans ce handbook-là un autre chapitre qui est sur l'effet des émotions sur la mémoire, par exemple. Et il vous dit tout ce qu'on sait sur la manière dont les émotions impactent la mémoire. Et c'est rédigé par d'autres auteurs que les auteurs qu'on a ici, parce que ce sont les experts de cette question-là spécifiquement. Donc, théoriquement, le but d'un livre comme ça, comme le but du Handbook of Emotions, c'est que si vous le lisiez du début à la fin, en comprenant tout, vous connaîtriez littéralement tout ce qu'on sait à date sur le domaine des émotions. Et c'est ça le but, un peu. On retrouve très rarement dans ces livres-là les résultats d'une nouvelle recherche. Quelqu'un ne va pas rédiger dans ce livre-là quelque chose pour dire « Hey, on a fait une nouvelle recherche, puis voici ce qu'on a trouvé. » Non, non, non. Ils vont aller publier ça sous forme d'articles scientifiques dans un journal scientifique parce que c'est beaucoup plus prestigieux. Hein? Mais par la suite, quelqu'un qui va écrire un chapitre de livre comme dans le Handbook of Emotions, va se référer aux recherches qui ont été publiées dans des articles. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que tout ce dont on parle dans, par exemple, le chapitre du dégoût, tout ce dont on parle ici, c'est tous des trucs qui ont été publiés préalablement dans des revues scientifiques. Okay? On fait la révision de tout ce qui a été publié, de tout ce qu'on sait scientifiquement sur, par exemple, ici, le dégoût. Okay? Donc, un chapitre ressemble un peu à un article de synthèse, si on veut. Mais, très souvent, les articles de synthèse sont publiés dans des revues scientifiques plutôt que dans des livres. Ça peut devenir un peu compliqué, là, mais c'est juste pour vous faire parcourir un peu les différentes sources d'informations scientifiquement valides. Okay? Dans ces livres-là, la révision par les pairs n'est pas toujours appliquée. Pas tout le temps. Des fois oui, des fois non. Ça veut dire que si vous écrivez un chapitre, dans certains cas, ça va être révisé par des pairs. Des fois non. Pourquoi est-ce que ça ne serait pas révisé par les pairs? Quel serait l'argument pour ça? Bien, l'argument, c'est que ces livres-là, les éditeurs ou les éditrices de ces livres-là, ici on voit les éditeurs, c'est Lisa Feldman Barrett, Michael Lewis et Jeanette Haviland Jones. Les éditeurs de ces livres-là sont des experts dans le domaine des émotions. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont aller chercher différentes personnes pour écrire les différents chapitres. Donc, ils savent déjà que ces personnes-là sont le top du top en termes du sujet qu'ils écrivent. Donc, ils leur font confiance. Et en plus, dans ces chapitres-là, comme je vous dis, on ne présente presque jamais de la nouvelle information. Donc, on n'a pas besoin de faire une révision par les pairs. Parce que la révision par les pairs, c'est quand on a une nouvelle recherche qui dit « Hey, on vient de trouver telle affaire, on aimerait ça le publier. » Et encore là, ces livres-là, comme les revues scientifiques, ne sont pas typiquement accessibles au grand public. Okay? On les retrouve dans des bibliothèques universitaires ou via le site web de la maison de publication, par exemple. Mais même là, le grand public lirait ça et s'endormirait là-dessus. Là. C'est très technique. Là. Il y a pas, c'est pas écrit pour le grand public. C'est écrit pour des chercheurs et pour des étudiants avancés. Alors, la majorité de ce qu'on publie en psychologie, ce sont des articles scientifiques, empiriques, qui présentent une nouvelle recherche, ou de synthèse, qui mettent ensemble plein de recherches pour essayer de dégager quelque chose. Plus rarement, on publie des chapitres de livres dans des livres académiques, okay? Comme un chapitre sur le dégoût dans le Handbook of Emotion. Et encore plus rarement, on va publier des livres académiques. Ça veut dire des livres au complet, par exemple. Okay? Maintenant, en psychologie, c'est très rare que les gens vont faire ça. Mais il y a d'autres domaines comme l'histoire ou la littérature ou l'anthropologie où est-ce que c'est vraiment important que les chercheurs publient des livres. Okay?
En psychologie, moins. En psychologie, vous pouvez avoir toute une carrière en publiant des articles scientifiques, puis aucun livre, puis être extrêmement réputé. Puis vous pouvez publier plein de livres, puis les gens vont vous dire « Ouais, mais as-tu publié des articles scientifiques? Okay? » Encore là, parce que les livres ne sont pas sujets à la révision par les pairs. C'est les articles scientifiques qui le sont, et donc ce sont eux qui sont les plus prestigieux. Mais de temps en temps, vous voyez des gens qui publient des livres au complet. Donc, pas juste un chapitre, mais un livre au complet. Okay? On appelle ces livres-là, ben moi j'appelle ça des livres académiques. Okay? Donc, des livres qui sont destinés aux chercheurs, aux gens qui veulent en savoir plus sur un domaine particulier de manière très profonde, mais ce n'est pas des manuels scolaires. Hein? On les retrouve, encore une fois, dans une bibliothèque universitaire, presque jamais accessible au grand public, à moins que ce public-là soit, on parle d'étudiants universitaires qui y ont accès via l'université. Okay? Il arrive aussi, encore plus rarement, que certains chercheurs écrivent aussi des livres, mais pas des livres académiques, mais des livres de vulgarisation scientifique. C'est-à-dire que ce sont des livres destinés au grand public cette fois-ci. Leur but est de prendre leur science et d'écrire un livre que monsieur et madame tout le monde peut comprendre et apprécier. Ce qui est intéressant, c'est que vous pourriez penser, puis certains de ces livres-là sont très populaires en passant, hein, très, 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 très populaires, vendus à des millions d'exemplaires. Okay? Peut-être pas des millions, là. C'est très populaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous êtes un chercheur et vous publiez un livre comme ça pour le public en général, qui parle d'un domaine de recherche, puis qui dit tout ce qu'on sait, mais qui le dit d'une manière pas vraiment scientifique, mais plutôt de manière que monsieur et madame tout le monde peut comprendre, parce que vous voulez que le livre se vende, évidemment, dans des librairies populaires. Tu sais. Ben, même si ce livre-là est super populaire, c'est pas considéré du tout comme étant une publication prestigieuse par les autres chercheurs. Peu importe la popularité du livre. Okay? Un article est considéré plus prestigieux que ça. Donc, je suis en train de dire, par exemple, que 4 ou 5 articles dans une bonne revue scientifique, c'est considéré beaucoup plus prestigieux qu'un livre populaire qui a été vendu à des milliers d'exemplaires. C'est un peu fou, hein? C'est un peu bizarre, mais c'est facile à comprendre dans le sens où l'article scientifique a beaucoup plus de qualité scientifique parce qu'il démontre, il fait état d'une nouvelle recherche, donc il fait avancer notre compréhension scientifique, alors que le livre populaire ne fait pas ça. Hein? Et les articles scientifiques doivent passer à travers le processus de révision par les pairs, ce qui fait que l'information qui en sort, on espère, est l'information de meilleure qualité possible, alors que dans des livres populaires, vous n'avez pas ça. Okay? Donc ça, c'est les différents... puis il y a d'autres choses, là, mais on n'en parlera pas ici. Donc les articles empiriques, les articles de synthèse qui peuvent prendre la forme de texte ou d'articles méta-analytiques, là où on fait des méta-analyses, les chapitres de livres scientifiques, des livres académiques et des livres populaires sont les différentes façons typiquement dont les chercheurs communiquent leurs travaux, publient leurs travaux en psychologie, avec comme idée que la vaste majorité du temps, ils les communiquent et ils les publient sous forme d'articles scientifiques, parce que c'est la forme la plus prestigieuse de publication. Je vous laisse là-dessus. Ciao!